Alors, bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Je souhaitais vous, dans l'heure qui reste, une plaisanterie évidemment en 3 minutes. Je voulais refaire un déroulé très rapide de ce qui s'est passé aujourd'hui, les take-home messages, comme on dit, ou des messages à ramener chez vous, en reprenant donc les différentes présentations, en remerciant d'abord nos orateurs, parce que j'ai trouvé que la qualité des interventions était très intéressante autour du lien social. Ouais. Merci beaucoup Bertrand. Et donc très vite, comme vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé ce matin, je vous le rappelle, voilà, on va reparcourir la journée avec les messages. Je passe sur l'ouverture. Et pour vous rappeler donc que nous avons accueilli d'abord Jean-Luc Brustis, directeur régional des Petits Frères des Pauvres, qui nous a rappelé que cette association était née en 1946. Il n'existait pas de dispositif spécifique alors, et que l'isolement était une préoccupation croissante, mais le CESE ne s'en est emparé que finalement en 2017, avant qu'il y ait enfin des données. Et donc c'est le baromètre 2025 sur solitude et isolement qui a permis un certain nombre d'enseignements que j'ai appris, et en particulier qu'il y avait 750 000 personnes âgées en mort sociale, c'est-à-dire coupées des 4 cercles de sociabilité. Et c'est un chiffre qui est en progression majeure depuis des années, plus 150% en 8 ans, avec une projection à 1 million de personnes en 2030. Les aînés isolés de leur famille représentent 2 millions de personnes, ceux qui ont un sentiment de solitude durable 4,2 millions, et une personne âgée sur deux ne sort pas quotidiennement de chez elle, ça représente 9 millions. Il y a donc un lien fort entre précarité et isolement. 42% des plus modestes sont dans cette situation versus 22% des plus aisés. Ce sont des cercles vicieux cumulatifs qui ont un impact majeur sur la santé mentale. Et les préconisations sont évidemment de chiffrer le coût économique de l'isolement de ces personnes pour la société et de prévenir ces risques de mort solitaire. Nous avons ensuite eu Boris Kallen, directeur général de Mona Lisa, qui, toujours sur les trajectoires d'isolement, a parlé du lien. Et au commencement était le lien. J'ai trouvé cette intervention très belle avec... Et il nous a souligné que la relation est essentielle, elle est première, vitale et fondatrice au même titre que manger, boire et respirer. Nous sommes des animaux sociaux. La relation nous constitue en tant qu'individus. La relation n'est pas un luxe, mais un besoin vital et le premier acte de soin. Son absence nous fait souffrir et entraîne une surmortalité. C'est des éléments extrêmement durs. L'isolement est invisible, mais c'est un déterminant de santé et le lien social devient un acte de prévention. C'est ainsi que s'est constitué le réseau Mona Lisa, qui est une équipe citoyenne pour agir ensemble avec des équipes locales, dont la démarche est d'aller vers, créer du lien et redonner une place dans une communauté, être un point d'appui pour l'accès aux soins. C'est faire du lien social une politique de santé et reconnaître le lien social comme un déterminant de santé et reconnu comme un levier de prévention, permettant de soutenir des acteurs de proximité et de construire des coopérations territoriales. Rompre l'isolement, c'est redonner une place et une capacité d'agir aux personnes. Alors nous avons ensuite eu l'intervention de Pascal Imbert, psychologue à l'EMPP, intervention un peu raccourcie pour des données de timing évidemment, qui nous a parlé de l'isolement de la coupure à la reprise du lien en soins psychiques, et qui a pris l'analogie de l'isolement comme une île protectrice, terre de refuge, mais aussi d'enfermement et une prison. Comment en sortir et reprendre le lien? Les vulnérabilités refont assaut à la reprise de contact et c'est un signal danger de ces personnes. Ils sont entre guerre et paix, et le lien, c'est un peu comme 2 lacets séparés qu'il serait possible de relier à travers une construction personnelle, mais avec le poids des vulnérabilités de l'enfance, des trajectoires de vie qui vont modifier le vécu du lien, qui peut aussi être un lien de soumission, un lien d'emprise, et comment reprendre un lien quand l'image du lien est traumatisante. L'aller vers, c'est pratiquer un accueil inconditionnel, aller vers l'étranger, c'est une posture à la pluridisciplinarité,
là où un lien est possible et inconditionnel. C'est aussi être disponible à nos propres vulnérabilités, ouvert à nos propres représentations. Désolé des fautes, mais j'ai fait ça un petit peu au fil et donc il y a quelques fautes. C'est aussi composer avec nos fragilités, nos propres fragilités institutionnelles. Ronan tantôt, toujours dans ses trajectoires d'isolement, avec la vue médicale, nous a redétaillé la place du CHU et les LHSS et a reparlé des publics très polymorphes exposés à l'isolement, comment les repérer, comment agir à travers un travail pluridisciplinaire pour maintenir le lien orienté avec quelque chose de fondamental qui est la connaissance du réseau. Il a parlé également des dispositifs des LHSS, qui est une expérience d'hébergement collectif et qui permet le temps et l'accompagnement global pour la restauration de liens sociaux. La coopération et la lutte contre l'isolement fait partie de la prise en soin. Nous avons eu ensuite, pour conclure cette partie, Stéphanie, qui nous a parlé donc de l'aller vers et de la médiation, en redéfinissant l'aller vers, en nous rappelant qu'il venait du monde social, c'est la volonté d'aller au contact de personnes sans demande ou qui ne s'adressent pas au dispositif. C'est une posture différente, qui est proactive, qui est sortir du soi, s'ouvrir à autrui dans un autre univers. C'est une mise en relation qui crée du lien avec les personnes, mais aussi les organisations, avec un mécanisme de réflexivité, c'est l'aller vers ou le ramener vers, ou les deux. Donc il y a un principe d'inconditionnalité, d'absence de discrimination et de jugement, et la volonté d'aller dans des interstices de la société et de remise en cause de certains ordres. C'est évidemment une arme contre les inégalités sociales de santé, avec un repérage et des stratégies d'intervention précoce. Et la démarche de médiation qui accompagne cela, elle désigne la fonction d'interface qui est assurée en proximité. Le médiateur crée du lien et change les représentations de tout le monde. Il constitue un pont entre deux mondes. Il va faire du repérage, de l'information, de l'orientation. Il doit pour cela s'appuyer sur des structures solides et un cadrage institutionnel et politique qui est aujourd'hui disponible. Il y a un référentiel HAS pour cette action de médiation. Elle a souligné les difficultés, les enjeux, les problématiques de collaboration, du statut et des relationnels entre institutions concernant cette fonction de médiation. Alors Muriel Connor a repris la médiation, mais avec la notion de médiateurs pairs, qui sont des facilitateurs de liens. Elle a défini la paire aidance par l'ensemble de pratiques qui s'appuient sur le savoir expérientiel vécu pour aider des personnes vivant des parcours similaires. Donc le médiateur en santé pair s'appuie sur la multipartialité en connaisseur des parties prenantes, des enjeux et des codes, mais aussi de l'environnement institutionnel. Il donne du poids à la parole du public et il est porteur d'espoir. Jonathan Lutil-Chevalier, pour le coordonnateur de la Maison des Livreurs, a rendu hommage à Xavier Emmanuelli sur cet aller vers, ce hors les murs et les difficultés de financement que Xavier Emmanuelli soulevait déjà il y a quelques années. Il a renforcé l'importance du temps dans la construction de liens avec des personnes dont il ne reste que la dignité. Et puis, il a montré l'exemple d'un dispositif avec les usagers permettant de définir eux-mêmes les priorités de santé. Et il a cité la problématique des troubles sexuels et une mise en lien avec les associations de santé sexuelle. Adrien Riffaut, en fin de matinée, a parlé de l'enquête solitude et il a bien défini les concepts d'isolement, qui est une réalité objective, qui correspond à la rareté de contact dans les sphères de la vie sociale, à la solitude, et la solitude qui est un ressenti subjectif, sans rapport forcément avec des éléments objectifs. Repérer l'isolement ne garantit pas, évidemment, d'identifier la souffrance. Isolement et précarité sont deux réalités qui se renforcent mutuellement, créant un cercle de fragilité qui constitue un accès de plus en plus difficile. L'isolement concerne 11% de la population
et 32% des personnes sont isolées ou simplement dans un monoréseau. C'est presque un tiers de la population. 24% des personnes se déclarent seules. Ça, c'est le sentiment de solitude, ce qui conduit à renforcer les inégalités sociales de santé, avec des inégalités territoriales, puisque vous voyez que l'isolement est supérieur en milieu rural que citadin, mais la solitude est supérieure en milieu urbain par rapport aux territoires ruraux. Rapidement, la précarité érode les réseaux familiaux, amicaux et du travail. Et quand les proches sont absents, que reste-t-il? Il reste le voisinage dans plus de la moitié des cas et les associations dans plus de la moitié des cas qui vont pour avoir bénéfice la reconstruction personnelle, une sociabilité régulière et qui constituent un tremplin vers le bénévolat. Les obstacles, c'est le stigmate du recours, ce qu'on appelle le contrôle social, et c'est la non-demande de soins qui peut concerner jusqu'à la moitié des personnes qui sont isolées, mais il y a une discussion très intéressante à savoir si c'est un repli ou si c'est quelque chose de voulu par ces mêmes personnes. Alors ensuite, cet après-midi, donc, on est passé aux actions au sein des territoires. Donc Cécile Tagliana pour l'ARS nous a réexprimé que le lien n'était pas une thématique au cœur vraiment des politiques de santé de l'ARS, que l'isolement géographique est traité à travers des dispositifs de lien tels que la mobilité et l'accès, mais la solitude telle qu'on l'a définie, les moins, car c'est une expérience moins objective et qui va nécessiter un soutien plus psychothérapeutique. Au niveau mondial et de l'OMS, il y a des stratégies contre l'isolement qui est décliné dans 8 pays à travers des leviers de coordination multiniveau, de recherche et de campagnes de communication pour déstigmatiser l'isolement. Alors, quelle politique chez les personnes en situation de précarité? Elle a rappelé que c'était un public varié, isolé, avec un gradient social en santé qui rend ce public déterminant pour la lutte contre les inégalités sociales de santé qui reste une priorité de l'ARS. Il y a une amélioration du sentiment de solitude depuis la période Covid, mais le sentiment de solitude chronique est en progression, en particulier chez les jeunes de moins de 25 ans, avec là encore un gradient social de la solitude. L'intérêt pour l'isolement et la solitude diminue à l'échelle mondiale. Néanmoins, tout ceci est responsable d'une surconsommation médicamenteuse, de tentatives de suicide, de décès prématurés et d'un coût qui n'est pas estimé. Il y a un lien évident entre solitude et santé mentale, et le lien social peut avoir un effet protecteur sur la santé. C'est une commission OMS qui le dit. Alors au niveau des politiques publiques, c'est une problématique complexe et sociétale. Il y a des déterminants individuels et l'ARS porte ses efforts sur l'acquisition de compétences psychosociales, y compris à un âge dans l'enfance, et surtout dans l'enfance. Et il y a évidemment des déterminants environnementaux, notamment de rupture de liens sociaux, qui doivent être déterminés selon la culture dans laquelle on se situe. Alors la question est de savoir comment créer ou recréer des espaces de rencontre pour construire et préserver le lien. On a cité des associations, des actions multiples que vous avez vues décliner dans la journée, des actions coordonnées, les CCAS, les APA, etc. Et il faut décliner des modèles d'intervention qui soient efficaces, ayant du sens sur le plan culturel, nécessitant donc des programmes de recherche prouvant l'efficience de ces actions. Et elle a décliné donc un certain nombre d'actions de l'ARS sur la santé qui font le lien social et de la médiation, les EMSP, ESIP, EMPP, Pass Mobile, au niveau d'un soutien à la médiation, à la paire audience, à l'interprétariat, aux centres de santé communautaires et à la co-construction de projets sur des populations spécifiques, ainsi que le contrat local de santé et de santé mentale. Enfin, dans les actions plus pragmatiques, et pour terminer, donc Laurence Tuaillon pour le CCAS a décrit les actions de la ville pour la lutte contre l'isolement, les échoppes seniors, les ateliers seniors, les centres sociaux, le repérage des personnes isolées,
les accès aux droits, des partenaires associatifs. J'ai appris à cette occasion qu'il n'y avait pas de politique structurée nationale pour, je dirais, inciter sur ces actions donc à l'échelon national. Bastien Labarsouk, pour la DAC 33, reprécisait le rôle d'EDAC, une institution qui casse un petit peu justement notre fonctionnement en tuyau d'orgue pour remettre du lien dans le médico, le sanitaire, le social, avec l'accompagnement des personnes, la coordination territoriale et une approche patient et populationnelle. Et enfin, Doina Zgoureanu pour le MPP a redécliné donc le travail des équipes en soulignant que c'est la double peine pour les personnes exclues ayant des troubles psychiques, que les EMPP étaient des artisans du lien social avec une approche centrée sur l'écoute, avec la mise en écoute qui était remise en lien, un acte de rencontre et une ouverture face à l'isolement, mais déjà une action thérapeutique, et que l'aller vers était une posture qui permet de solliciter la parole et de voir naître le désir de s'adresser à l'autre, qui permet aussi de restaurer la parole de soi. Et enfin, nous avons terminé cette journée par Anne Moreau pour l'espace santé étudiant, qui est une préoccupation croyante. Je n'ai pas eu le temps de détailler, j'en suis désolé parce qu'il fallait que je clôture ma présentation, mais on a bien vu à la teneur de la discussion l'importance de la problématique et du lien avec les étudiants. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, tous les intervenants pour cette journée, et puis ceux qui restent aujourd'hui pour leur courage à avoir assisté à 7 ou 8 heures de discussion. Geneviève, tu veux un petit mot pour conclure ? Merci.